Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 24 mai. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle du futur parc éolien prévu à Essertines-sur-Rolle. Le projet agite le district qui se prépare à un combat juridique et politique. Nous recevons aujourd'hui les syndics de Burtigny et d'Essertines-sur-Rolle en personne. Valérie Jean Renaud, Samuel Dufour, bonjour à vous. Ensuite, on passera la parole à la page sportive. On donne notamment la parole au BBC Nyon. Face et rattrapé par des difficultés financières, le club n'a pas obtenu sa licence en première instance. Pour rester en LNA, il leur reste 10 jours pour trouver 100 000 francs. On en parle avec vous. Jérôme Darbre, vous êtes président du BBC Nyon. Vous êtes venu accompagné de Xavier Paradès, ancien président du BBC Nyon. Bonjour à vous, messieurs. Enfin, on terminera en culture et avec de la littérature en cette journée suisse de la lecture à Haute-Voix. On vous parle du festival littéraire Les Intimes qui aura lieu du 24 au 28 mai à Nyon-Bursin et Givrin. Avec nous pour en parler, la directrice artistique du festival, Brigitte Ravenel, accompagnée du comédien Urs Kisfaladu. Bonjour à vous et bienvenue. Ouvrons tout de suite notre page d'actualité. Je vous en prie, Samuel Dufour, Valérie Jean Renaud, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler du projet du parc éolien qui sera installé à Essertines-sur-Rolle et qui agite le district. Vous le savez, c'est un dossier qui est assez long et connu dans la région. Plusieurs personnes se sont mobilisées en faveur ou en défaveur de ce projet. Aujourd'hui encore, on apprend la naissance d'une association Pro-École Vaud, un groupement citoyen officiellement domicilié à Nyon qui entend militer en faveur des éoliennes dans notre canton. Son comité est composé de 7 membres, parmi elles des personnalités comme Tony Lerche, le big boss du Caribana ou encore Evelyna Giraud, municipale à Trélay. Bonjour à vous, on est ravis de vous avoir pour parler de ce projet qui est évidemment sensible, on le comprend, mais j'aimerais revenir déjà sur la journée de hier, puisqu'une séance d'information a eu lieu chez vous, à Essertines-sur-Rolle. Comment ça s'est déroulé ? Alors hier, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, puisque c'était la 6e rencontre où on accueillait les gens pour un apéro, discussion, partage. Voilà, les personnes qui étaient intéressées ont pu poser leurs questions et puis elles ont eu leurs réponses, les réponses qu'elles attendaient. Oui, s'il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce qu'on peut sous-entendre que c'est parce que finalement le monde dans notre région n'est pas forcément favorable à ce projet ? Le contraire, les gens sont acquis, donc ils ont eu toutes leurs infos. Non, je veux dire, je pense qu'il y a eu assez de rencontres qui ont permis à la population de se renseigner. On a dernièrement aussi invité les différentes communes qui touchent notre territoire. Et là aussi, on a eu un échange, on a pu présenter notre projet. Alors Samuel Dufour, vous êtes syndic d'Essertines-sur-Rolle, qui est actionnaire de la société qui construira le parc. Vous êtes donc en faveur de ce projet, on l'aura compris. Avec nous aujourd'hui également Valérie Jean Renaud. Bonjour, vous êtes la syndic de Burtigny. Vous êtes, vous, en défaveur de ce projet. Aujourd'hui, pourtant, on pourrait être surpris parce que vous êtes verte et en défaveur d'un futur parc de projets éoliennes. Pourquoi ? Alors, je crois savoir que les Verts sont assez divisés sur la question éolien ou pas éolien, peser des intérêts nature ou énergie. Le projet, en fait, nous touche de très près puisqu'il y a une éolienne qui va être en bordure de notre territoire. Et puis, voilà, on a différents arguments par rapport à ce projet, donc des arguments en défaveur du projet. Mais je tiens à dire que je ne suis pas contre l'énergie éolienne, plutôt contre un projet qui me semble démesuré. Alors, on va essayer de comprendre justement ce qui vous distingue avec vous, Valérie Jean Renaud, plusieurs communes qui se sont associées également à ce mouvement. On peut citer Saint-Oyen, qui était d'ailleurs initialement en faveur de son projet quelques années en arrière. Ensuite, Gimel, Langereau, Tartenien, Saint-Georges et Le Vau. Est-ce que vous y étiez à cette séance d'information ? Oui, bien sûr, j'y étais. Et on a pu poser toutes nos questions. C'était une soirée tout à fait transparente et voilà, bien présidée par Samuel. Ouais. Est-ce qu'il y a notamment des informations qui vous ont été données et qui peuvent aujourd'hui vous rassurer ou au contraire vous rester sur cette lignée de dire que c'est un projet totalement démesuré, ou est-ce qu'il y a des arguments qui pourraient aujourd'hui vous convaincre, en tout cas sur le fond ? Pas vraiment d'arguments en faveur de ce projet. Il y a eu des arguments qui se sont ajoutés, comme par exemple la construction de routes, l'élargissement de routes. Disons que voilà, ça nous a un peu
plus conforté en défaveur du projet. Bon, très bien. Alors rentrons dans l'épineux dossier. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce projet, Valérie Jean Renaud? Alors, tout d'abord, il y a de la déforestation. J'entends, on va critiquer le Brésil pour sa déforestation. Alors, c'est pas dans cette mesure-là. Mais si on commence des déforestations pour mettre des éoliennes, où est-ce que ça va s'arrêter? Il y a plusieurs projets dans le canton de Vaud. Il y a la biodiversité. La forêt, c'est encore un endroit sauvage. Vous avez... hors forêt, des routes partout, des autoroutes, des trains, etc., du bruit partout. Le seul endroit sauvage qui reste et silencieux pour la santé de la population, c'est la forêt. La forêt, elle génère de l'eau potable. Avec la crise climatique, on va avoir des sacrés problèmes d'approvisionnement en eau potable. Et une éolienne, particulièrement celle qui est sur la limite Essertine-Burtigny, est sur une zone de source. C'est pas forcément le bon lieu. Pourtant, quand on parle d'éoliennes, on a l'impression que voilà, c'est un projet qui pourrait convaincre, mais en fait, personne n'en veut. Samuel Dufour. Alors, je ne sais pas si personne n'en veut. Nous, on l'a initié en 2009. On s'est dit, une petite commune de 700 habitants, qu'est-ce qu'on peut faire pour la production d'énergie pour notre région? Il ne faut pas oublier que le plateau lémanique, le bassin lémanique, c'est une des deuxièmes régions les plus peuplées de Suisse. Jusqu'à aujourd'hui, on a bénéficié de l'énergie hydraulique des Valaisans, qui ont été impactés par la construction des barrages pendant de nombreuses années, qui ont perdu des pâturages, des hameaux, etc. On a bénéficié du nucléaire suisse-allemand, à côté de toute l'énergie qui nous vient de l'étranger, le charbon, le nucléaire français. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas, nous, dans notre région, proposer une source d'énergie où les habitants de notre contrée peuvent se retrouver, se dire tiens, nous aussi on fait un effort et on produit de l'énergie pour... donc c'est pas anodin puisque... Mais l'effort, il est où, Samuel Dufour? Permettez-moi cette question provocante, parce que finalement, en tant que société et commune qui va recevoir ce projet, vous allez avoir notamment des avantages financiers. Quel est l'effort que la commune fait en retour? L'effort qu'elle fait en retour, c'est de pouvoir le partager. Toute cette énergie, elle sera partagée avec environ 30 et 40 000 personnes dans la région. Donc, c'est le tiers, voire plus, du district. Donc, je pense que là, on a fait notre part. Et si chacun, dans son coin, essaye de proposer quelque chose, je pense que la situation va bien changer. Ouais. Si, à l'inverse, justement, Burtigny proposait de s'investir en termes d'énergie avec d'autres solutions, par exemple du photovoltaïque, est-ce que, du coup, vous comprendriez en tout cas le positionnement? Mais bien sûr, puisque nous, dans notre commune, on vient de créer un groupement de citoyens qui est en train de promouvoir le photovoltaïque et qui a créé une coopérative. Donc on va faire un appel d'offres groupé pour qu'on puisse produire aussi de l'énergie photovoltaïque. Donc on ne s'est pas focalisé uniquement sur l'éolien. Il y a plusieurs possibilités de contribuer à l'énergie, au climat. Oui, c'est intéressant. Ouais. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, Essertine-sur-Rolle est un exemple à suivre en matière de renouvellement d'énergie. Je n'aurais pas cette prétention, mais je vais dire qu'on essaye de trouver plusieurs axes et donc d'essayer de mettre notre pierre à l'édifice et de pouvoir... Voilà, de cette manière-là, être partie prenante de la production d'énergie. Valérie Jean Renaud, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Est-ce qu'Essertine-sur-Rolle aujourd'hui est un exemple à suivre en matière de développement et d'énergie? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un exemple à suivre, mais effectivement, il se pose les mêmes questions que nous. Simplement, on a deux positions différentes et on y arrive par des chemins différents. Donc, Burtigny ne suit pas le chemin d'Essertine et vice-versa. Mais en fait, dans l'objectif, on veut la même chose, voilà, mais avec deux points de vue différents. Donc nous, on a des projets différents de mutualisation des énergies, des différentes énergies renouvelables, même avec peut-être des petites éoliennes. Aujourd'hui, Essertine-sur-Rolle a pu se positionner, en tout cas les citoyens d'Essertine-sur-Rolle ont pu se positionner sur ce projet. Ce n'est pas le cas des communes voisines qui vont devoir, pour certaines, comme elles le disent, subir ce projet, et j'y mets les guillemets parce que ce n'est pas l'avis de tout le monde, bien entendu, mais Valérie Jean Renaud, aujourd'hui en étant en défaveur de ce projet, quelles mesures concrètes vous pouvez appliquer? On sait que ça a été un long va-et-vient, notamment Skyguide qui s'était opposé à ce dossier-là, notamment pour des questions techniques. Ensuite, le dossier était reparti du côté du canton. Vous, quelle est votre marge de manœuvre
manœuvre dans tout ça? La marge de manœuvre, c'est d'attendre la mise à l'enquête et de faire opposition et de trouver des éléments très factuels pour des oppositions. Vous allez le faire? Oui, bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, dans l'agenda, quelle sera la stratégie du côté d'Essertines-sur-Orge? J'imagine d'autres rencontres. Intéressant dans la remarque, c'est on attend pour faire opposition. Nous, on n'a pas attendu, on a proposé un projet. Maintenant, je pense que c'est le rôle des collectivités publiques, des communes, de proposer quelque chose. Aujourd'hui, on attend le retour de l'examen préalable qui est au canton en ce moment. Et puis, une fois qu'il sera revenu, s'il n'y a pas de modification à faire, il sera mis à l'enquête. Et là, tout le monde pourra venir consulter les dossiers. On va vraiment avertir la population de la plage des jours où ce dossier sera à disposition. Et puis ensuite, en fonction des oppositions qui seront là, eh bien, il y aura tout un processus, quoi. Ouais, en termes d'agenda, pourquoi est-ce que vous visez sur ce projet? Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez réellement y croire ou est-ce que vous craignez que ce projet soit encore retardé de quelques années comme il l'a été jusqu'ici? Alors, y croire, on y croit toujours. Maintenant, on est toujours à la merci de, justement, ces délais, ces oppositions, ces retours du canton. Mais non, je pense que et la Confédération et le canton, ils encouragent à trouver des solutions pour avoir de l'énergie indigène. Samuel Dufour, Valérie Jean Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un premier tour de table, évidemment, on se suivra tout ce dossier avec vous, notamment à la maison. N'hésitez pas à nous faire part aussi de votre avis. Est-ce que vous êtes en faveur ou en défaveur de ce projet? Et puis on suivra tout ça, notamment à l'antenne avec des débats. Excellente journée à vous, merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. On ouvre à présent notre page de sport en votre compagnie. Jérôme Darbre, Xavier Paradès, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler du BBC Nyon qui vient de clôturer sa saison, mais qui malheureusement n'a pas obtenu sa licence en première instance pour rester en LNA. La raison, je l'ai dit en introduction, une situation financière difficile et des dettes qui poussent le club à trouver 100 000 francs. Bonjour messieurs, bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous avoir. Donc une mauvaise passe pour le BBC Nyon. J'imagine que vous êtes donc assez inquiet. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours? Inquiet, oui. Comment on les a vécus? On les a vécus, on n'a pas le temps de vraiment de les vivre comme on le voudrait, parce qu'on court partout, on cherche des solutions un peu partout, à côté de toujours notre vie familiale et notre vie professionnelle. Donc on est inquiet, bien sûr. Après, on était aussi encore dans la joie de la qualification en play-off, donc d'une saison réussie pour la première équipe. Donc voilà, on a ce sentiment partagé, mais bien sûr qu'on est inquiet et bien sûr qu'on se bat pour trouver des solutions. On est en train de courir partout, à gauche, à droite, de solliciter différents soutiens. Et donc voilà, mais on est inquiet mais positif, donc on va rester positif jusqu'au dernier moment. C'est vrai, vous y croyez dans ces 10 derniers jours, j'ai envie de dire, avant justement cette décision qui sera définitive, Xavier Paradès? Bien sûr, si on ne croyait pas, je pense qu'on ne serait pas là. Comme dit Jérôme, on se bat, on essaye, c'est notre club, on est né presque dans ce club-là, donc on se bat et on y croit. On a des bonnes chances d'y arriver, mais il faut qu'on se batte. Alors Xavier, vous connaissez le club, puisque ça fait un petit moment que vous êtes là, vous gérez également les finances, mais ces problèmes financiers justement et ces dettes, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à plusieurs choses. La première, c'est qu'on a de la trésorerie qui nous manque depuis la période du Covid, donc on a reçu des aides, mais on traîne de la trésorerie qui nous manque depuis ce moment-là. L'année dernière, on a deux facteurs. On a un premier facteur, c'est qu'on a dû beaucoup changer de joueurs étrangers, ce qui nous a coûté pas mal d'argent. On a près de 30 000 francs de budget supplémentaire l'année prochaine dû à cela. Et puis, entre l'année dernière et cette année, on a des recettes en baisse, notamment sur les spectateurs. Maintenant, ça commence à aller mieux en fin de saison. Et aussi sur le sponsoring, où c'est toujours compliqué pour les entreprises d'investir dans les clubs aussi par la situation actuelle. Oui, par rapport à ces joueurs étrangers, Jérôme, est-ce qu'on pourrait dire que le BBC Nyon a été trop gourmand? Non, je ne pense pas trop gourmand. Après, on est toujours plus intelligent à la fin de la saison et quand on voit les comptes définitifs. Je ne pense pas qu'on a été trop gourmand. On était dans une situation où on n'avait pas le choix. En fait, on n'avait pas le choix. Si, on avait le choix de dire on abandonne la course au play-off, on abandonne la finale de Coupe de Suisse. Et il fallait trouver des joueurs rapidement pour remplacer les blessés et ceux qui étaient partis et celui qui était parti comme ça précipitamment. Donc on avait très peu de joueurs sur le marché. Les joueurs qui étaient sur le marché étaient des joueurs un peu plus chers que les joueurs qu'on a l'habitude de prendre.
Mais c'était une bonne solution de les prendre. Il fallait de toute manière remplacer ces joueurs-là, sinon on allait perdre du public, on allait perdre nos chances en play-off. Et non, on n'a pas été trop gourmand. On a peut-être pris une décision un peu trop rapidement, puis peut-être que 2 semaines après notre décision, il y aurait eu d'autres joueurs un peu moins chers, mais ça, on ne sait jamais, c'est de la loterie. Donc voilà, non, on n'a pas été trop gourmand. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, en tout cas pour le sportif, et puis pour le public, et puis pour l'équipe, et puis pour les gens qui nous suivent. Ouais. Donc le risque, c'est une relégation, mais Xavier Paradès, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que c'est réellement un risque? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens financiers de monter. Alors on l'entend, il y a le niveau sportif qui est là, mais est-ce que finalement, on pourrait régater face aux autres équipes quand on se dit que voilà, aujourd'hui, le bébé Seignon n'a peut-être pas les moyens d'avoir des joueurs qui pourraient réellement faire la différence, en tout cas des joueurs professionnels qui ont un autre niveau, il faut le dire. Donc est-ce que ça serait vraiment bénéfique pour le club aujourd'hui, cette montée? Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, on a ces dettes aujourd'hui qui nous posent problème, mais après, on est capable de travailler sur un budget pour l'année prochaine, sur un budget qui est viable, qui peut être bénéficiaire pour l'année prochaine, où on a un contrôle des coûts très important, mais on a la capacité de monter une équipe en Ligue 1 l'année prochaine avec des joueurs compétitifs. Cette année, on a vu qu'avec le budget qu'on avait cette année, avec un peu moins de budget, on arrive aussi à avoir une équipe qui est très compétitive. Donc oui, on peut le faire. Simplement, il va falloir être très serré et il faut absolument qu'on arrive à combler nos dettes. Si on comble nos dettes, il n'y aura pas de souci pour qu'on ait une équipe compétitive l'année prochaine. Il faut donc 100 000 francs. On a peut-être du mal à se représenter ce que ça signifie ou ce que ça représente pour votre club. Quand on parle d'un club de foot ou de hockey, on sait que ça ne représente pas grand-chose. Ça signifie quoi pour le bébé Seignon, trouver 100 000 francs? Déjà, alors on a des choses qui ont un peu bougé, c'est plus tout à fait 100 000 francs, mais les 100 000 francs, c'est vrai que c'est, et Xavier pourra peut-être vous répondre un peu plus en détail, c'est vraiment pour repartir sur des bases saines. 100 000 francs pour nous, pour répondre à votre question, 100 000 francs, c'est une montagne. C'est une montagne parce que même en comparaison avec certains clubs dans le basket suisse qui peuvent se permettre d'avoir des dettes ou des pertes de 100 000 francs, ils ont des garanties derrière, des gros sponsors, etc. Pour nous, un club comme le bébé Seignon, qui est un club familial, avec un comité où il n'y a pas de mécène, où il n'y a pas de fortune personnelle pour rallonger quand il manque quelque chose, il y a des sponsors fidèles depuis de nombreuses années, mais qui sont des entreprises de la région et qui mettent déjà beaucoup à leur échelle. Pour nous, c'est une montagne. Mais c'est une montagne qu'on s'efforce de gravir et puis j'espère qu'on arrivera à aller au sommet. Ces 10 jours, mais je l'appelle peut-être quelque part à la maison. Vous en êtes où d'ailleurs? Parce que je crois que vous avez déjà réussi à accumuler une somme. Alors on avance, on est en discussion, donc ça avance un petit peu. On a un prêt qui est arrivé de l'ordre de 30 000 francs à peu près. Donc on avance un petit peu, donc il nous manque encore à peu près 70 000 francs. On est en discussion avec différents acteurs, donc voilà, on espère qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais voilà, on travaille tous les jours pour réussir à amener un bon dossier pour trouver financement et ensuite convaincre la Ligue qu'on est capable de régater en Ligue l'année prochaine. Ouais, il se murmure que le coach Stefan Ivanovic serait tenté d'aller ailleurs, dans un autre club de LNA, si vous redescendiez en LNB. Est-ce que c'est vrai? Alors, les murmures, je ne les écoute pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir discuté avec Stéphane, il a envie de continuer avec nous. Bon, il arrive au terme de son contrat, donc de toute manière, il est en droit de chercher d'autres solutions. Ce qui n'est pas facile, c'est la situation actuelle. C'est ces 10 jours où on ne sait pas où on sera l'année prochaine. Ce n'est pas facile pour le comité, ce n'est pas facile pour Stéphane, ce n'est pas facile pour les joueurs parce que c'est difficile de se fixer. Et puis, il va falloir prendre des décisions. Stéphane, le souhait du comité et encore plus le mien, c'est de continuer à travailler avec lui. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que si, au final, on évolue à l'échelon inférieur, le comité ne va pas retenir Stéphane et on sera triste, mais c'est pour sa carrière et pour son bien à lui de continuer à un échelon, à un niveau supérieur et à un niveau digne de ce nom. Xavier, vous êtes toujours resté dans le club, malgré peut-être c'est pas si difficile, mais ça pourrait aussi poser la question certains joueurs pourraient aussi se poser ces questions-là. Aujourd'hui, vous avez envie de leur dire quoi? Bien sûr, comme a dit Jérôme, c'est sûr que les joueurs se posent des questions. Est-ce qu'on va être en Liga ou pas l'année prochaine? Je pense qu'il faut nous faire confiance. En tout cas, on essaie de travailler un maximum dessus. Il faut croire au projet qu'on met en place. On a un très gros projet sur les jeunes aussi qu'on est en train de mettre en place. Donc je pense qu'il faut croire à ce projet-là. On a ce problème-là de dette qu'il faut qu'on comble. Mais après, je pense qu'on a un projet qui est sain, qui est prêt à démarrer. Mais il faut juste qu'on ait ce petit coup de pouce maintenant pour nous permettre de pas retomber. Allez-y. Je voulais juste rajouter qu'il faut que ce soit les coachs ou les joueurs,
il faut vraiment qu'ils aient confiance en nous, qu'ils soient peut-être un petit peu patients, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est pas facile comme période. Mais une chose est sûre, c'est que on leur a toujours, on a toujours été dans notre position, on a toujours assuré les salaires à temps, ils ont toujours été payés au moment où ils devaient être payés. Et donc je pense qu'il faut qu'ils nous fassent confiance à ce niveau-là, parce que notre intérêt principal, c'est quand même de demeurer en première division helvétique et puis de pouvoir compter sur eux. Pour résumer, trouver des sponsors, rassurer les joueurs et puis rappeler le public aussi à revenir. Bien sûr, je pense qu'on a vu en fin de saison, on a eu une période un peu difficile en début d'année, mais sur cette fin de saison, on a vu qu'on avait un niveau de très intéressant. Les gens sont venus, on a eu de super matchs au Rocher, donc je pense qu'il y a un vrai engouement. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat, parce qu'il y a un vrai engouement. Et je pense que les gens ont envie de nous voir en Liga et ont envie qu'on continue ce qu'on fait. Xavier Paradès, Jérôme Darbe, merci beaucoup d'avoir Merci été à avec vous. nous et puis on prendra de vos nouvelles la semaine prochaine. C'est Au gentil. revoir. Merci, au revoir. Et on termine avec notre page culture et nos invités suivants. Brigitte Ravenel, Ursh Kisfaloudi, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler du festival littéraire Les Intimes qui a lieu du 24 au 28 mai à Nyon, à Bursin et Givrin. Bonjour à vous, on est ravis de vous avoir. Un rendez-vous littéraire dont on a l'habitude dans la région, mais qui fait particulièrement sens aujourd'hui en cette journée suisse de la lecture à voix haute. Alors vous allez notamment faire résonner la voix de Christian Bobin. Aujourd'hui, c'est un hommage. Oui, c'est un hommage qui a changé de couleur parce que je l'avais invité de son vivant et puis il s'en est allé au mois de novembre très furtivement. Donc voilà, on lui rend hommage malgré tout et il est présent autrement avec nous. Vous dites d'ailleurs, Brigitte, de manière très poétique, je pense qu'il est bien là où il est, parce que dans ses écrits, d'ailleurs, il parlait beaucoup de cette question du rapport peut-être à la mort, de la question de la lumière, de la vie. Qu'est-ce qui résonne aujourd'hui? Pourquoi c'est si particulier de lire ces textes? Par rapport à son décès, oui, parce que je pense qu'il n'y avait pas de séparation pour lui entre les vivants et ceux qu'on dit être morts. Pour lui, la présence de l'âme, la présence de l'autre était constant et toujours lumineux malgré la souffrance de la perte ou de la séparation ou du changement de relation. Mais je pense que vraiment pour Christian Bobin, il avait et il a toujours intégré l'invisible comme étant une présence totale. On ressent forcément votre émotion dans votre voix. C'est dévoilé beaucoup de vous, puisque vous êtes chantatrice, notamment cantatrice aussi lyrique. Donc vous travaillez votre voix. Qu'est-ce que ça véhicule? Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que ça véhicule aujourd'hui, le fait de partager ces émotions-là au travers d'une voix et par exemple des lectures? La voix, c'est vrai que ça véhicule, oui, notre unicité, j'ai envie de dire, notre rapport à la vie, la voix, c'est unique. Donc, quand on peut révéler un auteur dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il nous a légué, de son vécu et de son regard et de sa sensibilité sur la vie, en lien avec la vie, on le rend doublement vivant, peut-être. Ursh, vous allez donc nous en faire certaines lectures. Oui. Quand vous avez redécouvert ou relu certains de ces textes de Christian Bobin, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Ah, c'est extraordinaire parce que maintenant, comme j'ai plusieurs lectures à faire là pendant toute cette semaine, je me suis plongé dans tous les écrits de cet auteur avec une telle joie et je suis tellement empreint de lui maintenant que ça commence à devenir difficile. J'en rêve la nuit presque. Et puis non, mais c'est surtout bon pour un comédien. Ce qui est extraordinaire, c'est cette langue, pouvoir défendre. Et puis c'est une langue qu'on peut très bien dire, parler, parce qu'elle est bien écrite pour le mot aussi. C'est un chantre de la poésie. C'est un amoureux de l'écriture. Je sais pas. Il y a tellement de richesse dans cette façon d'écrire, que pour un comédien, enfin pour quelqu'un qui lit à haute voix, parce qu'on peut le lire aussi avec les yeux, mais quand je répétais, quand j'essayais de travailler pour voir un peu comment ça sonne, hein, quand on lit,
j'avais vraiment l'impression qu'il y avait de la musique qui sortait. Non pas parce que j'ai une voix musicale, mais c'est parce que les mots que j'entendais dire et lire sonnaient musicalement. Ouais. Tellement c'est... Et puis bon, moi je suis un amoureux de la langue française, qui n'est pas ma langue maternelle. Pardon, je suis en train de toucher mon micro. Pas de souci, vous êtes en droit. Oui, et je trouve que cette langue est tellement admirable quand on la respecte. J'aimerais tellement le justement, cas si vous le aujourd'hui, permettez, oui. qu'on puisse en profiter un petit peu, puisque vous nous avez apporté, en tout cas, des livres, autoportraits. Autoportrait au radiateur, ouais. c'est un peu énigmatique, mais c'est un très très beau livre. Et puis il y a un petit passage. Il n'est pas très gentil pour la radio et la télévision, mais c'est pas très très méchant, vous allez voir. Puis c'est surtout la mort qui est là, toujours avec lui. Hein. Ce matin, sur le boulevard, ma mort marchait à mes côtés, sous les platanes. Comme moi, elle cherchait la fraîcheur. Elle est arrivée sans prévenir, d'un seul coup. Je n'avais plus aucune envie de vivre. Cela ne se remarquait pas. Cela n'avait d'ailleurs rien de remarquable. Si on m'avait regardé, on n'aurait vu qu'un homme un peu lourdeau, cheminer dans l'ombre des arbres, mettre 2 lettres à la poste, puis remonter dans sa voiture et partir déjeuner chez ses parents. Là, nous étions 5 à table. Mon père, avec derrière lui, comme un ange fourbu, le désespoir d'être perdu dans le grand âge. Ma mère était seule avec elle-même. Ma mort est restée sur mes genoux pendant tout le repas. On peut très bien ne plus vouloir vivre et manger de la viande et des pommes de terre sautées. Je suis rentré chez moi, je me suis allongé sur le lit. Ma mort semblait aussi accablée que moi par la chaleur. Quelques minutes ont passé, je me suis levé, j'ai préparé un café et j'ai ouvert un livre de poèmes. De la lumière sortait du livre. Je crois que c'est à cet instant que ma mort s'en est allée de l'appartement en traversant la porte sans faire de bruit. Ce n'était pas son heure. Et puis peut-être était-elle soudainement déprimée par la beauté de quelques mots. Oui, peut-être ma mort ne supportait-elle pas les livres et préfère-t-elle la compagnie migraineuse des radios et des télévisions. On a compris le petit tacle, mais voilà le livre qui laisse finalement une trace dans la vie. Brigitte Ravenel, vous en avez fait aussi votre combat aussi grâce et au travers de ce festival. Aujourd'hui, vous dites que le festival a rencontré son public, mais est-ce qu'il a évolué et qu'est-ce qu'il dit peut-être de nous? J'imagine que c'est pas forcément facile de convaincre les gens à lire, j'en sais quelque chose, mais votre regard là-dessus? Écoutez, moi, je cherche à convaincre personne, premièrement. J'aime le beau, j'aime la vie, j'aime surtout la partager. Et comme Bobin, j'aime ce qui est humain, les rapports humains. Donc, être rassemblés, et ces rencontres, on a toujours plus de public, c'est juste superbe. Et je crois qu'il y a aussi un retour, une demande à vivre cette intimité ensemble. Quand on est une 50aine de personnes reliées à une voix, une présence, un texte, une musique, parce qu'il y a aussi des musiciennes qui sont là, je trouve que c'est un miracle aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très émouvant. Oui. C'est vrai que ça va à l'encontre peut-être même du fait de lire, parce que lire, c'est quelque chose de très solitaire. Ah oui, mais c'est surtout le livre, la matière du livre. Maintenant qu'on est en train de tripoter comme les aveugles des boutons, là, c'est avoir la matière du livre, c'est tellement extraordinaire déjà de pouvoir ouvrir, feuilleter les pages. Et puis Bobin était vraiment un amoureux du livre. Hein. Il défend le livre dans beaucoup de ses écrits. Et je trouve que c'est bien. C'est surtout extraordinaire de savoir que des gens peuvent encore écouter une lecture. Hein, écouter et entendre et ben voilà, moi je le fais pour mes petits-enfants le soir. Quand ça c'est intéressant, justement. Je vais vous poser la question, parce qu'aujourd'hui, dans cette journée suisse de la lecture à voix haute, justement, la manifestation appelle les hommes et les pères à prendre part. Il les encourage notamment en disant que le fait de lire, c'est plutôt une activité féminine. Non, c'est pas vrai. Et puis ils adorent ça, parce que mes petits-enfants, comme tous les petits-enfants maintenant, ils ont pas encore 10 ans, ils adorent regarder les trucs, voilà, les jeux, télé, machin, et tout ça. Et le soir, comme des petits-enfants d'antan, comme des enfants éternels,
ils sont là, et puis il me dit une histoire. Et alors je m'assieds sur le bord du lit. Parfois, je dois même dire, il y a 2 lits, alors j'ai 2 petits-enfants, ils m'ont dit, tu viens de mon côté. Non, tu viens de mon côté. Non, tu viens de mon côté. Et puis c'est extraordinaire, ils écoutent ça. Alors ils s'endorment parfois, oui, c'est possible. Mais pourquoi pas, après tout, hein. Moi, je continue parfois à lire, et ils ne m'écoutent plus. Mais c'est pas grave. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'entendre lire et parler. Je sais que j'avais fait des lectures une fois à Paris, à Beaubourg. On a lu tout Max Frisch, et il y avait des gens qui venaient avec leur sac de couchage. Ils venaient dormir dans la salle à Beaubourg uniquement parce qu'ils étaient bercés par la voix humaine. Mais vous dites d'ailleurs que Max Frisch se lit tout nu dans une baignoire. Non, mais c'est quand on lit tout un auteur, tous ses romans, on finit par être un voyeur de sa vie. On connaît tout de lui, et quand il est encore vivant, puisque à ce moment-là, Frisch était encore vivant et qu'on l'a rencontré, on est un peu gêné d'être pénétré dans son monde intérieur et par tous les livres qu'on a lus. Mais l'écoute de la voix est tellement extraordinaire. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette voix, et non pas une voix artificielle comme maintenant on les fait, hein, des voix réelles, des voix avec émotion. Qui racontent quelque chose et avec émotion. J'espère qu'en tout cas, la maison on vous aura convaincu. Donc tout le programme, évidemment, vous le retrouvez sur Internet et sur le site des Intimes, à voir et à écouter du 24 au 28 mai à Nyon, Bursin et Givrin. Brigitte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. Et puis je vous laisse juste encore laisser pour moi une petite minute, je crois, avec un autre recueil. Ah oui. Et on se quitte là-dessus. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À demain, et on se quitte sur ces quelques mots. Qui est un ami, qui est un grand ami de Bobin, et qui était tzigane. Les tziganes sont comme les oiseaux qui volent contre le vent. Ma femme est une gitane hongroise redoutable. À la seconde où je l'ai vue, j'ai su que c'était l'ange qu'on m'avait envoyé. Au royaume de l'espoir, il n'y a jamais d'hiver. Je me souviens, et il y a longtemps, sont les 2 phrases les plus poétiques de la langue française. Je passe souvent du temps avec des hommes et des femmes qui ne sont rien dans cette société, mais qui sont beaucoup pour moi.